Nous voici au module 6, valoriser sa recherche. Pour savoir comment valoriser sa recherche, c'est-à-dire choisir quels aspects mettre de l'avant dans une demande de bourse, une demande de subvention ou encore une mise en candidature pour un poste ou pour un prix, il faut d'abord savoir comment est évaluée la recherche. Et l'évaluation de la recherche est liée étroitement depuis longtemps à la bibliométrie. Donc, faisons le point un peu sur l'origine de la bibliométrie et ce que c'est. C'est en 1920-1930 qu'est apparue la bibliométrie. Elle était utilisée par les bibliothécaires pour enrichir leur collection. En effet, les bibliothécaires voulaient savoir quelle revue avait obtenu le plus de citations. Ce serait donc une revue plus notoire, plus reconnue dans les différentes disciplines. Donc, il fallait évidemment s'abonner à cette revue-là. Plus tard dans le temps, dans les années 60, est apparue une base de données, la Science Citation Index, qui permettait justement, d'ailleurs avec les technologies de l'époque, un peu les descendants des ordinateurs, dans cette base de données-là, on pouvait recenser justement toutes les références des articles indexés. Donc, ça nous permettait en fait d'avoir un portrait du réseau des citations. Et le Science Citation Index, d'ailleurs, est l'ancêtre du Web of Science qu'on connaît aujourd'hui. Dans les années 90, la bibliométrie a pris de l'ampleur et c'est devenu un outil d'évaluation de la recherche. Donc ça a créé malheureusement le phénomène qu'on connaît, la pression de publier, donc le publish or perish, donc il faut publier sinon notre carrière est terminée. En fait, c'est que justement, étant donné qu'on utilisait la bibliométrie, donc le nombre de publications, le nombre de citations pour octroyer une subvention de recherche à un professeur, par exemple, ce professeur-là n'avait pas le choix de publier vraiment beaucoup. Donc la communauté scientifique a vraiment eu une pression de publier. Et même encore de nos jours, on peut la sentir, cette pression de publier là. De nos jours, par contre, justement, étant donné que les organismes subventionnaires, notamment, considèrent l'évaluation de la recherche comme un peu différente de la bibliométrie, à ce moment-là, les paradigmes ont un peu changé. Et la bibliométrie, donc, va être moins mise de l'avant dans les nouvelles évaluations de la recherche. Prenons un petit instant pour observer qu'est-ce que la bibliométrie en réalité. La bibliométrie est issue de la scientométrie qui analyse l'activité scientifique. La bibliométrie, donc, est une méthode de recherche issue de la scientométrie, une méthode de recherche qui va se baser sur les métadonnées des publications. Donc, les métadonnées des publications, c'est quoi? On a notamment les références, mais on a aussi le titre, l'auteur, les pays, c'est-à-dire les pays des institutions des auteurs, etc., les années et tout ça. Donc, on se base sur les métadonnées des publications pour générer des indicateurs sur la science et sur l'impact de la recherche. Et souvent, ce qui est utilisé, une des matières premières de la bibliométrie, c'est la citation. Donc, le fait que dans un article, on cite un autre article. Donc, c'est cette citation-là qui est souvent utilisée en bibliométrie et analysée. Mais il existe aussi des analyses bibliométriques sur, par exemple, simplement la publication selon les années, par exemple, ou encore les publications par pays. Donc, ça aussi, ce sont des analyses bibliométriques. Mais en général, ce qu'on a comme conception, ou du moins les indicateurs qui sont issus de la bibliométrie, sont liés bien souvent aux citations. Parlons un peu d'indicateurs bibliométriques. Il y a trois grandes catégories d'indicateurs. Le premier étant les indicateurs relatifs aux revues. Le plus connu comme indicateur, c'est le facteur d'impact. Il y a aussi les indicateurs relatifs aux auteurs. Un indicateur très connu est l'indice H. Et la troisième catégorie, ce sont les indicateurs relatifs aux articles eux-mêmes. Si on se penche un peu plus sur le facteur d'impact, qui est un indicateur relatif aux revues et non aux articles en tant que tels, le facteur d'impact a été créé dans les années 60. La façon dont on le calcule est le suivant. Donc, un facteur d'impact pour une revue à l'année X va calculer le nombre de citations obtenues pour les documents publiés dans cette revue-là lors des 2 dernières années. Donc, quand on parle de documents, c'est n'importe quel type de document, pas seulement les articles savants, mais tous les types de documents qui sont publiés dans la revue. Divisé par le nombre d'articles savants publiés dans la revue au cours des 2 années précédentes.
Donc, il y a plusieurs limites qu'on peut trouver au facteur d'impact. Premièrement, ça s'applique seulement aux revues qui ont été indexées dans le Web of Science. Deuxièmement, la fenêtre de citation est assez courte, donc on parle ici de 2 ans. Dans certaines disciplines, comme en sciences humaines et sociales, les pratiques de citation, les pratiques de publication sont plus lentes. Ça prend plus de temps pour publier, donc ça prend plus de temps pour citer les autres. Donc, c'est un peu difficile de comparer avec le facteur d'impact, de comparer des revues de disciplines différentes. Également, il y a une inadéquation entre le numérateur et le dénominateur, puisqu'on parle du nombre de citations pour les documents publiés, peu importe c'est quoi, sur le nombre d'articles publiés, donc d'articles savants. Ce qui entraîne certaines dérives possibles. On pense notamment au fait qu'une revue pourrait dire « je vais publier plus de documents autres », donc des lettres d'opinion, des éditoriaux, des critiques de livres, d'autres types d'articles, pour simplement gonfler artificiellement mon facteur d'impact. On retrouve aussi, par exemple, beaucoup d'autocitations, c'est-à-dire qu'au sein d'une même revue, on va citer les différents articles pour faire, une fois encore là, pour faire monter le facteur d'impact de la revue. Il existe également des cartels de citation, donc des regroupements de revues qui vont s'entendre pour dire « Hey, on va se citer entre nous pour augmenter le facteur d'impact ». Et ce que ça amène, en fait, c'est que c'est simplement un chiffre qui va devenir factice pour ces revues-là parce que ce n'est pas garant de la réelle notoriété de chacune de ces revues-là. L'indice H, quant à lui, est un indicateur bibliométrique d'auteur. Il a été créé en 2005 et il essaie de représenter à travers un seul score, un seul chiffre, à la fois la productivité de l'auteur et l'impact, c'est-à-dire le nombre de citations. Il faut comprendre que le calcul de l'indice H est le suivant. Donc, c'est le nombre H d'articles cités au moins un nombre H de fois. On va voir un exemple concret pour mieux comprendre. Donc, on a un chercheur qui a, par exemple, publié 5 publications et chacune de ces 5 publications-là ont reçu 5 citations. Donc, son indice H est de 5. Si on prend un autre cas, donc une chercheuse qui aurait publié, par exemple, 5 publications, 5 articles, mais chaque article qu'elle a publié chaque article a reçu 500 citations chacun. Donc, on s'entend qu'on n'a pas le même type, le même profil de chercheur, le même type d'activité scientifique. Pourtant, cette chercheuse-là aurait aussi un indice H de 5. Donc, les limites de l'indice H sont assez simples à voir. Hein. Ça désavantage certains chercheurs qui auraient, par exemple, peu de publications. Hein. Au final, ce chiffre-là est pas mal basé sur le nombre de publications. Donc, ça va favoriser aussi, évidemment, certaines disciplines qui obtiennent plus de citations aussi ou qui peuvent facilement produire beaucoup d'articles. L'indice H aussi va varier d'une base de données à l'autre. Donc, même encore là, on n'est pas certain de savoir si l'indice H fait partie, par exemple, d'une base de données où la couverture est très, très grande, comme Google Scholar, donc où on retrouve un peu n'importe quoi, ou si on a un indice H plus bas parce qu'on est dans une base de données où la couverture est plus restreinte ou c'est des données un peu plus de qualité, par exemple, si on pense à Scopus. Donc, même avec cette information-là, c'est important, en fait, là, quand on utilise l'indice H, quand on énonce notre indice H, de le mettre en contexte, d'expliquer c'est quelle base de données qu'on utilise parce que sinon, quelqu'un qui évalue ça, par exemple, n'est pas capable de dire si c'est bon ou pas, puisqu'il faut vraiment le mettre en contexte et expliquer la méthodologie pour avoir obtenu cet indice H-là. Je vous ai mentionné 2 indicateurs bibliométriques, mais parmi tant d'autres, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a notamment qui essaient de pallier certains problèmes, par exemple, du facteur d'impact. On pense notamment au CiteScore qui essaie d'élargir la fenêtre de citation à 5 ans, par exemple. Il existe aussi les indicateurs normalisés qui permettent une comparaison un peu plus facile entre les disciplines, donc puisque ça compare les publications des mêmes sujets ou de la même discipline entre elles. Mais reste que l'objet d'étude même de la bibliométrie présente des biais. Donc, quand on pense aux citations, qui est souvent l'objet d'étude de la bibliométrie, bien, il peut y avoir plusieurs types de citations.
on prend un peu pour acquis que plus quelqu'un est cité, plus sa recherche est de qualité et qu'il est important dans le domaine. Mais l'indicateur bibliométrique n'égale pas la qualité de la recherche. Donc, parce que les citations, justement, ont différentes valeurs. Donc, la citation, elle peut être bien sûr positive et la plupart du temps, en général, on peut dire que c'est assez positif quand on cite quelqu'un. Toutefois, il existe quand même des citations négatives ou encore des citations neutres. Par exemple, l'article d'Andrew Wakefield qui associait l'autisme au vaccin a été cité maintes et maintes fois, même s'il a été rétracté pour cause de fraude et de conflit d'intérêts. Donc, c'était donc des citations négatives la plupart du temps qu'il a reçues. Il y a aussi certains biais par rapport aux citations. Par exemple, un article au titre accrocheur va être beaucoup plus susceptible d'être cité ou un article tout simplement qui parle d'un sujet en vogue va susciter beaucoup plus de citations. Aussi, un article qui présente des résultats négatifs va être moins cité habituellement. Donc, alors que dans la science, si le résultat est négatif, c'est tout aussi valable qu'un résultat positif. Hein? Donc voilà, il faut quand même prendre en compte certains biais de la bibliométrie avant de l'utiliser vraiment. Puis surtout dans le cadre de la valorisation de sa recherche, il faut rester un peu critique envers ça. Et c'est d'ailleurs ce qui nous amène à parler des différentes bonnes pratiques, là, des nouvelles pratiques qui sont mises en place par les différents organismes subventionnaires notamment, mais aussi les institutions. Justement, la DORA, c'est la Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche qui a été créée en 2012. Cette déclaration-là représente bien les nouvelles avenues que prennent l'évaluation de la recherche. C'est une initiative que n'importe qui peut signer. Et notamment, ça concerne les institutions, les organismes subventionnaires, les éditeurs, les chercheurs, etc. Donc, ça concerne un peu tous les acteurs de l'écosystème de la recherche, surtout de l'évaluation de la recherche. Et l'UQTR, ainsi que les différents organismes subventionnaires au fédéral et au provincial, sont signataires de cette déclaration. On peut la résumer comme ça. Donc, premièrement, la DORA va inciter les gens à délaisser les indicateurs bibliométriques un peu réducteurs comme l'indice H, comme le facteur d'impact ou qui sont un peu inadéquats là, avec la réalité d'aujourd'hui. Donc, on ne doit pas se fier seulement sur les indicateurs bibliométriques comme l'indice H et le facteur d'impact. Deuxièmement, la qualité de la recherche est beaucoup plus importante que ces différentes données bibliométriques-là. Donc, les données bibliométriques ne doivent pas supplanter la qualité de la recherche, c'est en gros ce que ça dit. Ensuite, la transparence, donc autant les institutions que les organismes subventionnaires s'engagent finalement à être transparents le plus possible dans leur façon d'évaluer la recherche. Et finalement, dans l'évaluation de la recherche, on prône une vue d'ensemble, c'est-à-dire un portfolio complet des réalisations, des activités scientifiques, plutôt que de seulement focusser sur le nombre d'articles savants publiés et le nombre de citations. Donc, quand on parle de portfolio complet, on parle notamment des données de recherche, des différentes implications sociales, etc. Donc, c'est vraiment une autre façon de penser l'évaluation de la recherche. Ce qui m'amène à vous parler un peu des indicateurs alternatifs. Donc, c'est des indicateurs qui s'éloignent un peu des indicateurs bibliométriques traditionnels. On les appelle aussi les altmetrics, donc pour métriques alternatives. Ça se présente souvent sous la forme d'un beigne coloré dont chaque couleur réfère à des mentions dans des médias sociaux, donc la presse, etc., les réseaux sociaux aussi, et aussi dans Wikipédia, par exemple. Donc, comment un article va avoir reçu de l'attention dans ces médias-là. Mais aussi, c'est intéressant de connaître à quel point l'article peut avoir un impact, par exemple en étant mentionné dans des brevets ou dans des politiques publiques. Donc, à ce moment-là,
c'est vraiment intéressant pour un chercheur de valoriser sa recherche en précisant que, par exemple, elle a été récupérée dans la rédaction d'une politique publique. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, il y a quelques exemples d'outils qu'on peut utiliser pour aller trouver ces informations-là, notamment dimensions.ai, mais il y a aussi des informations dans Scopus, par exemple, là-dessus. Donc, et on peut utiliser Eureka aussi, qui est une plateforme, une base de données de la presse. Donc, on peut essayer de trouver c'est quoi l'impact d'un article ou d'une personne ou d'un groupe de recherche dans les différents médias. Quand on voit un peu toutes ces nouvelles réalités, donc les initiatives comme la DORA qui fait la promotion d'un portfolio complet de différentes activités scientifiques, on délaisse un peu la bibliométrie de côté, toutes les mesures alternatives qui nous permettent d'avoir un portrait de l'attention obtenu dans les médias. Ça m'amène à vous parler du CV descriptif. Le CV descriptif, c'est une nouvelle façon de valoriser sa recherche dans des demandes de bourse ou de subvention. On l'appelle aussi le CV narratif ou le récit d'impact encore. C'est à la différence du CV traditionnel qui valorise la quantité, le CV descriptif va plus valoriser la qualité. Donc, le CV traditionnel est construit, structuré de façon chronologique et est en gros une liste des réalisations scientifiques que l'on a faites, alors que le CV descriptif, c'est une description structurée par grandes rubriques, oui, mais qui va cibler vraiment des réalisations pertinentes en lien avec la demande qu'on fait, donc en lien avec le programme pour lequel on soumet notre candidature. En fait, le CV descriptif, c'est une occasion d'expliquer, de justifier la pertinence de certaines réalisations qu'on aurait ciblées. Et bien sûr, le CV descriptif va être soutenu par des informations factuelles également, donc des données, soit des données métriques, des données bibliométriques, mais va être soutenu par des faits finalement. Donc, le CV descriptif, c'est une belle occasion pour les chercheurs en début de carrière de valoriser leur recherche si on a peu de publications ou peu de réalisations, mais que nos réalisations sont vraiment pertinentes dans le cadre de la demande. Pour terminer ce module, je vous donne quelques conseils pour valoriser votre recherche. Premièrement, il est utile de documenter toutes ces activités de recherche. Ça peut être par exemple sur un profil ORCID. Donc, on pense non seulement aux articles, mais aussi aux communications orales, aux implications, par exemple, au travail dans une base de données, aux affiches, aux rapports de recherche, aux ressources éducatives libres si on en a fait, aux outils, aux méthodes, aux protocoles qu'on aurait publiés, etc. On peut aussi documenter les implications qu'on a eues, donc des implications dans un congrès, dans une revue savante, dans une publication de livres, dans un congrès, etc. Et on peut essayer de conserver aussi les données relatives à ces différentes implications-là. Par exemple, le nombre de participants, le nombre de personnes touchées, d'où venaient ces participants-là. Donc, est-ce que c'était à portée internationale ou locale, ou encore est-ce que c'est des gens de différents secteurs? Est-ce que c'est des gens de différentes disciplines aussi? Donc, l'important, c'est vraiment de bien documenter tout ce qu'on fait parce qu'au fil de la carrière, on finit par oublier ce genre de petits détails-là. Et ça peut être très intéressant de ramener ces implications-là dans une demande de bourse quand on veut valoriser un prix ou une bourse ou une subvention, peu importe. C'est important de pouvoir s'y référer quand même assez rapidement. Aussi, si vous avez des activités de vulgarisation scientifique, donc des blogs, des balados, peu importe, donc notez tout ce que vous faites qui touche votre recherche. Aussi, une autre façon de gagner en visibilité et d'augmenter sa reconnaissance, la reconnaissance de notre recherche, c'est vraiment d'adhérer à la science ouverte. Donc, on publie en accès libre et on peut partager ces données de recherche si le cadre éthique nous le permet. Donc, évidemment, on respecte les engagements qu'on a pris, notamment dans le plan de gestion de données et le formulaire de consentement des participants, s'il y a des participants humains à notre projet de recherche.
Finalement, je vous conseille de gérer efficacement vos profils de chercheurs. Ça permet vraiment d'avoir une visibilité de notre recherche, de chacune de nos activités de recherche, mais aussi ça nous permet de créer une identité numérique, donc d'avoir un peu une carte de visite pour trouver des collaborateurs, pour être reconnu dans notre domaine, être reconnu à notre juste valeur aussi. Donc, le prochain module, justement, aborde les différents profils de chercheurs sur lesquels se concentrer. Il existe différentes ressources pour vous aider à naviguer au travers ça. Par exemple, Carrefour Bibliométrie, si vous voulez vraiment approfondir vos connaissances sur ce sujet-là. Il y a le guide de la bibliothèque à l'UQTR aussi. Donc, sur la page de la bibliothèque, il y a une section soutien aux chercheurs. Le guide se retrouve là. Il y a une formation sur la bibliométrie également offerte et une formation sur SciVal. Donc, SciVal, c'est le module ou, si on veut, la couche d'analyse bibliométrique sur les données de Scopus. Donc, si vous voulez avoir une analyse, par exemple, d'une personne, d'une institution, d'un sujet spécifique de recherche pour savoir qu'est-ce qui se fait dans le monde, qui est le plus cité, etc., vous pouvez assister à la formation sur SciVal qui vous permet de trouver ce genre de données bibliométriques-là.